Tiens bon, petite, la mort ne taira pas aujourd'hui, ça. Crie Antoine Renaud, chef Comanche, en arrachant Élodie Dubois et sa fille Camille aux griffes d'une crue dévastatrice dans les plaines du Texas en 1874. Élodie, veuve éplorée, et Antoine, marqué par la perte de sa propre famille, tissent un lien inattendu au cœur du danger. Leur histoire, mêlant courage, sacrifice et rédemption, vous entraînera dans un tourbillon d'émotions jusqu'à une fin qui défie les haines et les frontières. Que cache le passé d'Antoine? Élodie trouvera-t-elle la paix? Inscrivez-vous, partagez d'où vous nous écoutez et plongez dans ce récit pour découvrir si l'amour peut triompher là où la violence règne. Les cieux s'étaient déchirés, déversant des torrents de pluie sur les plaines du Texas en cet été brûlant de 1874, transformant les rivières asséchées en bêtes rugissantes. Élodie Dubois, une veuve de 25 ans, au visage marqué par le deuil, serrait sa fille Camille contre sa poitrine, tandis que leur chariot bringue-ballant s'enfonçait dans la boue du sentier menant à la rivière Rouge. Le cocher, un vieil homme au regard fuyant, avait juré que le gué était praticable, mais la tempête, tapie dans les montagnes, avait conspiré contre eux. Les eaux boueuses, gonflées par une crue soudaine, grondaient comme une horde de bisons en furie, et le chariot, déjà bancal, céda sous la violence du courant, une roue se brisant net dans un craquement sinistre. Élodie, les cheveux collés au visage par la pluie, sentit son cœur s'arrêter lorsque le chariot bascula, l'eau glacée s'infiltrant par les planches disjointes. Camille, 6 mois à peine, hurlait dans ses bras, ses cris à peine audibles sous le rugissement de l'orage. Le cocher, paniqué, tenta de couper les rênes des mules, mais une vague traîtresse l'arracha de son siège, l'engloutissant dans les remous brunâtres. Élodie, seule désormais, grimpa sur le banc du chariot, ses bottes glissant sur le bois détrempé, cherchant désespérément un signe de salut. Les berges s'effondraient, emportées par la fureur de la rivière, et l'eau montait, léchant ses chevilles, menaçant de tout emporter. « Pas comme ça, Camille, pas comme ça », murmura-t-elle, la gorge nouée, ses yeux scrutant l'horizon noyé de pluie. De l'autre côté de la rivière, sur une crête battue par le vent, Antoine Renaud, chef Comanche, observait la sous-scène, ses yeux sombres plissés sous son chapeau de cuir. À 37 ans, il portait les cicatrices d'une vie de combat, une entaille barrant son avant-bras, vestige d'une embuscade, et une douleur plus profonde, celle d'avoir perdu sa femme et son fils dans une attaque de colons, 5 ans plus tôt. La vue d'Élodie, silhouette frêle, luttant contre la tempête, raviva cette blessure ancienne, comme un fer rouge dans sa poitrine. Il n'avait pas prévu d'intervenir, les siens vivaient d'arcs cachés, fuyant les colons et leurs fusils, mais quelque chose dans les cris de l'enfant brisa sa retenue. Sans un mot, il attacha une corde autour de sa taille, l'autre extrémité nouée à la selle de son étalon noir, et lança sa monture dans les eaux tumultueuses, ses sabots frappant l'écume comme des éclairs. L'eau était une force vive, un monstre cherchant à l'entraîner dans ses profondeurs. Antoine, trempé jusqu'aux os, lutta contre le courant, ses muscles tendus à se rompre, tandis que la corde vibrait sous la tension. Il atteignit le chariot alors qu'il commençait à s'incliner, prêt à être englouti. Élodie, perchée sur le banc, le vit surgir des flots comme une ombre, son visage durci par la détermination, ses cheveux noirs plaqués par l'eau. « Sautez !» cria-t-il, sa voix perçant à peine le vacarme. Élodie, paralysée, serra Camille Dawn plus fort, terrifiée à l'idée de lâcher prise. « Maintenant !» rugit-il encore, tendant un bras puissant, alors que le chariot gémissait, prêt à céder. Dans un élan désespéré, Élodie bondit, Camille pressée contre son cœur, et atterrit dans les bras d'Antoine, qui la saisit fermement par la taille. Le courant les tira violemment, menaçant de les submerger, mais la corde tint bon, l'étalon tirant depuis la berge avec une force née de l'instinct.
Antoine, un bras autour d'Élodie, l'autre luttant contre l'eau, nagea avec une rage silencieuse, chaque mouvement un défi à la mort. Après une éternité de lutte, ses bottes touchèrent enfin la boue de la berge. Il s'effondra à genoux, Élodie et Camille, toujours dans ses bras, leur respiration haletante se mêlant au grondement déclinant de la rivière. Élodie, frissonnante, releva les yeux vers son sauveur, distinguant à peine ses traits sous la pluie battante. Un Comanche, pensa-t-elle, le cœur battant d'un mélange de peur et de gratitude. Antoine, épuisé mais alerte, vérifia la corde, puis posa un regard sur Camille, qui, miraculeusement, s'était tue, ses yeux grands ouverts, fixant cet étranger. « Elle est forte », murmura-t-il dans un anglais rocailleux, sa voix teintée d'un respect inattendu. Élodie, encore sous le choc, ne put que hocher la tête, ses doigts tremblants, caressant la joue de sa fille. Mais au loin, des ombres se dessinaient sous l'orage, des cavaliers, peut-être des desperados, attirés par le chaos de la crue. Antoine se redressa, sa main glissant vers le couteau à sa ceinture. La sécurité qu'il venait de trouver était fragile, et la tempête, loin d'être finie, promettait d'autres dangers. Sous un ciel encore chargé de nuages noirs, Antoine Renaud guida Élodie Dubois et sa fille dont Camille à travers les broussailles épineuses des hautes plaines, loin des griffes de la rivière rouge qui grondaient toujours dans leur dos. La pluie s'était calmée, laissant place à un vent mordant qui sifflait entre les rochers comme un avertissement des épreuves à venir. Antoine, silhouette massive sur son étalon, avançait en tête, ses yeux scrutant chaque ombre, chaque crête, prêt à saisir le couteau à sa ceinture au moindre signe de danger. Élodie, épuisée, suivait à pied, ses bottes alourdies par la boue, tenant Camille, qui s'agitait doucement dans ses bras, comme si l'enfant sentait l'inquiétude de sa mère. Ils atteignirent enfin une clairière abritée, où une tente en peau de bison, usée par les intempéries, se dressait contre un éperon rocheux, invisible aux regards indiscrets. À l'intérieur, l'odeur du cuir et du bois brûlé emplissait l'air, et un feu modeste crépitait dans un cercle de pierre, projetant des ombres dansantes sur les parois. Antoine déposa une couverture élimée sur les épaules d'Élodie, ses gestes précis, mais empreints d'une douceur inattendue. « Reposez-vous », dit-il, sa voix grave résonnant comme le grondement lointain de l'orage, tandis qu'il s'agenouillait pour raviver les flammes. Élodie, serrant Camille contre elle, observa cet homme dont la réputation de sauvage contrastait avec la tendresse qu'il montrait en ajustant la couverture autour de l'enfant. Les récits du village, des Comanches, assoiffés de sang, pillant les fermes, s'effritaient de face à ce chef dont les mains calleuses, marquées de par la guerre, berçaient sa fille pour apaiser ses pleurs. Pourtant, une méfiance tenace persistait dans son cœur, nourrie par des années d'histoire terrifiantes murmurées au coin du feu. Antoine, conscient de son regard, s'assit de l'autre côté des flammes, son visage à demi éclairé, révélant une cicatrice qui courait comme une rivière, asséchée sur son avant-bras. « Vous n'avez rien à craindre ici », murmura-t-il, brisant le silence, mais ses yeux restaient fixés sur l'entrée de la tente, où deux de ses guerriers montaient dans la garde dans l'obscurité. Élodie, hésitant, demanda d'une voix tremblante « Pourquoi nous avoir sauvés? Vous ne nous connaissez pas. » Antoine détourna le regard, fixant les flammes comme s'il y voyait des fantômes. « J'ai vu une mère et son enfant, seuls contre la mort. Ça m'a suffi. » Ces mots, lourds d'une douleur ancienne, firent frissonner Élodie, qui comprit qu'il parlait d'une perte qu'il n'avait pas surmontée. Dehors, le vent porta un bruit lointain, le claquement d'un sabot contre la pierre. Antoine se redressa d'un bond, son couteau scintillant à la lueur du feu, et fit signe à Élodie de rester silencieuse. Les guerriers d'à l'entrée échangèrent un regard, leurs arcs bandés dans l'ombre. Élodie, le cœur battant, serra Camille, plus fort,
ses doigts frôlant le petit poignard qu'elle gardait dans sa botte, un réflexe de survie appris depuis la mort de son mari. Antoine s'approcha de l'ouverture, scrutant la nuit, puis revint, son visage tendu. Des cavaliers, pas des nôtres, peut-être des desperados, attirés par la crue. Élodie sentit la peur remonter, mais aussi une étrange détermination, comme si ce refuge précaire l'obligeait à faire face à ses propres limites. « Restez ici », ordonna Antoine, mais Élodie secoua la tête, sa voix ferme malgré la fatigue. « Je ne suis pas une charge. Si le danger vient, je veux savoir. » Antoine la dévisagea, un éclat de respect traversant ses yeux sombres, et il hocha la tête. « Alors, restez près de moi. » À cet instant, un cri perça la nuit, un des guerriers signalant une présence. Antoine sortit, Élodie sur ses pétalons, Camille Tonne protégée dans ses bras. Dans l'obscurité, des silhouettes voyaient se dessiner, des hommes à cheval, leurs visages masqués par des foulards poussiéreux. « La femme et l'enfant !» grogna l'un d'eux, sa voix rauque trahissant une avidité brutale. Élodie comprit qu'il n'était pas là par hasard. Les desperados voyaient en elle une proie facile, une monnaie d'échange pour extorquer la ville. Antoine, immobile comme une statue de pierre, murmura au ce guerrier dans une langue qu'Élodie ne comprenait pas, mais dont la cadence portait une menace froide. Les desperados s'approchèrent, leurs revolvers scintillant sous la lune, mais Antoine ne bougea pas, son regard défiant leur audace. Élodie, le souffle court, sentit une chaleur inattendue monter en elle, non pas de la peur, mais de la volonté de protéger sa fille, coûte que coûte. Si vous êtes captivé par cette lutte pour la survie, où le courage défie la tempête, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite et partagez d'où vous nous écoutez. Qui sont ces hommes dans l'ombre? Antoine et Élodie échapperont-ils à cette nouvelle menace? La réponse se trouve dans les flammes de ce refuge, où chaque instant pourrait être le dernier. La lune, pâle et voilée, jetait une lueur argentée sur la clairière, où les desperados, leurs foulards poussiéreux flottant comme des spectres, resserraient de leur étau autour de la tente d'Antoine Renaud. Les ombres des cavaliers, déformées par les rafales, dansaient sur le sol rocailleux, leurs revolvers luisant d'une menace froide. Antoine, figé comme un rocher face à la tempête, murmura un ordre sec à ces deux guerriers qui disparurent dans l'obscurité, leurs arcs prêts à chanter. Élodie Dubois, le cœur battant à tout rompre, serrait Camille contre sa poitrine, ses doigts, crispés sur le poignard glissé dans sa botte, son esprit partagé entre la peur et une détermination nouvelle, forgée dans le chaos de cette nuit texane de 1874. Les desperados, 5 hommes au visage buriné par le soleil et la violence, firent avancer leurs montures, leurs bottes crissant sur les cailloux humides. Leur chef, un colosse au regard de vautour nommé Silas, cracha un jet de tabac, sa voix rauque perçant le sifflement du vent. « Rends la femme et l'enfant, Comanche, et peut-être qu'on te laissera en vie. » Antoine, immobile, sa silhouette massive découpée contre la lueur du feu mourant, répondit d'un ton glacial. « Vous repartez maintenant, ou vous repartez dans des sacs. » Le défi, porté par son accent rocailleux, fit ricaner Silas, mais un éclat d'incertitude traversa les yeux des autres, qui connaissaient donc la réputation des Comanches dans ces plaines. Sans avertissement, un coup de feu déchira la nuit, la balle sifflant au-dessus de la tente et faisant voler des éclats de pierre. Élodie tressaillit, étouffant un cri pour ne pas réveiller Camille, mais Antoine, rapide comme un puma, la poussa derrière un rocher, son couteau déjà en main. Les son guerriers Comanches, tapis dans les broussailles, lâchèrent leurs flèches, et un desperado s'effondra, une hampe empennée plantée dans l'épaule, son cheval s'emballant dans la panique. Silas rugit, tirant à l'aveugle dans l'obscurité, tandis que ses hommes se dispersaient, cherchant à contourner le camp. Antoine, les yeux plissés, suivait leurs mouvements comme un chasseur traquant une proie.
mais il savait que ces deux guerriers ne suffiraient mal pas face à ces loups affamés. Élodie, accroupie derrière le rocher, sentit la panique céder la place à une rage brute, celle d'une mère prête à tout pour protéger son enfant. Elle murmura à Camille, endormie par miracle, « Reste avec moi, petite ». Puis, glissant le poignard hors de sa botte, elle se redressa, défiant l'ordre d'Antoine de rester caché. « Donnez-moi une arme », souffla-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, ses yeux cherchant ceux d'Antoine dans la pénombre. Il hésita, son regard scrutant cette femme qu'il avait tirée des flots, voyant en elle une force qu'elle-même ignorait encore. Sans un mot, il lui tendit un vieux revolver à crosse usée, ses doigts effleurant les siens dans un échange silencieux, chargé de confiance. Un autre coup de feu éclata, plus proche, et un des guerriers comanches s'écroula, un filet de sang coulant de sa tempe. Antoine jura dans sa langue, son visage durci par la colère, et il plongea dans l'ombre, son couteau scintillant comme une étoile filante. Élodie, le revolver pesant dans ses mains, visa un desperado qui s'approchait, son foulard rouge taché de boue. C'est au midi tremblait l'âne, mais le souvenir de son mari, mort de la fièvre, et la peur de perdre Camille, durcirent son regard. Elle pressa la détente, le recul la faisant vaciller, et l'homme s'effondra, un cri étranglé s'échappant de sa gorge. Le choc de son acte la figea. Elle, une institutrice de village, venait de tuer pour survivre, et le poids de cette vérité la frappa comme une bourrasque. Antoine réapparut, traînant un autre desperado inconscient, du sang maculant son bras. « 2 à terre, 3 encore debout », murmura-t-il, son souffle court, tandis qu'une balle ricochait près d'eux, arrachant un éclat de buey à la tente. Le guerrier restant, un jeune homme au regard farouche, lança une flèche qui cloua un 3e bandit au sol, mais Silas et son dernier acolyte, tapis derrière un rocher, ripostèrent avec une précision mortelle. Antoine, voyant le danger, poussa Élodie à l'abri, mais une balle effleura son flanc, arrachant un grognement de douleur. Il s'appuya contre le rocher, sa main pressée sur la plaie, mais ses yeux restaient fixés sur les ombres mouvantes des ennemis. Élodie, le revolver toujours en main, comprit que la fuite n'était plus une option. Elle rampa jusqu'à Antoine, ses doigts balifrolant le sang qui tachait sa chemise, et murmura « Tenez bon, je ne vous laisserai pas mourir ». La pluie, revenue avant rafale, trempait leurs vêtements, transformant le sol en une mer de boue glissante. Silas, voyant leur faiblesse, avança son revolver pointé, un rictus cruel sur le visage. « Fin du jeu, Comanche !» grogna-t-il, mais Élodie, mue par une force qu'elle ne soupçonnait pas, leva son arme, prête à défier la mort elle-même pour protéger ceux qui l'avaient en de sauver. La nuit, saturée de pluie et de poudre, promettait un dénouement sanglant, où chaque souffle pouvait être le dernier. Alors que la pluie s'abattait en rideau sur la clairière, transformant la terre en une fange glissante, Élodie Dubois, le revolver encore fumant dans sa main tremblante, rampa jusqu'à Antoine Renaud, dont le flanc saignait sous la lueur blafarde de la lune. Les desperados restants, Silas et son acolyte, s'étaient repliés dans l'obscurité, leurs chevaux s'éloignant dans un fracas de sabots. Mais la menace pesait encore, tapie comme un coyote guettant sa proie. Élodie, ignorant la boue qui maculait ses vêtements, posa Camille, toujours endormie, dans un creux abrité du rocher, et s'agenouilla près d'Antoine, dont le souffle rauque trahissait la douleur. En cette nuit texane de 1874, la clairière, jonchée de corps et d'armes abandonnés, semblait suspendue entre la vie et la mort. Antoine, adossé au rocher, serra les dents, sa main pressant la plaie où le sang coulait, noir sous la lumière pâle. « Partez, prenez l'enfant », murmura-t-il, sa voix hachée mais ferme, ses yeux sombres, cherchant ceux d'Élodie dans l'ombre. Elle secoua la tête, ses doigts déjà déchirant un morceau de sa jupe pour improviser un bandage, ses gestes maladroits mais résolus,
comme si chaque mouvement défiait la mort qui rôdait. « Vous m'avez sauvé de la rivière, je ne vous abandonnerai pas maintenant, » répondit-elle, sa voix tremblant d'une conviction qu'elle puisait dans la peur de perdre cet homme, cet étranger devenu, en quelques heures, un pilier dans son monde ébranlé. Le guerrier Comanche survivant, un jeune homme nommé Cuellar, revint en boitant, son bras entaillé, mais ses yeux brûlants d'une loyauté farouche envers son chef. Élodie, les mains couvertes de sang, noua le tissu autour du flanc d'Antoine, sentant sous ses doigts les muscles tendus et les cicatrices anciennes, témoins d'une vie de combat. La pluie, implacable, diluait le sang, rendant la tâche plus ardue, mais elle persévéra, ses souvenirs de soins rudimentaires, appris auprès de son mari défunt, guidant ses gestes. Antoine, malgré la douleur, observa cette femme blanche, si fragile en apparence, dont les mains, habituées à tenir des livres d'école, maniaient désormais la vie et la mort avec une détermination farouche. « Vous n'êtes pas comme eux, » murmura-t-il, ces mots à peine audibles sous le martèlement de la pluie, faisant référence au colon qui avait massacré sa famille, laissant une plaie que ni le temps ni la vengeance n'avaient refermée. Cuellar, après avoir fouillé les environs, confirma que les desperados s'étaient retirés, mais leur retraite sentait le piège, comme si Silas attendait une meilleure occasion pour frapper. Antoine, le visage pâle mais le regard dur, insista pour se lever, repoussant la douleur avec une volonté de fer. « Ils reviendront à l'aube, » dit-il, sa voix basse comme le grondement d'un orage lointain, tandis qu'il ramassait son couteau, sa lame tachée de boue et de sang. Élodie, épuisée, sentit une chaleur inattendue monter en elle, non pas la peur, mais une connexion profonde, née de ce moment où leur vie d'art s'était entrelacée face à la mort. Elle prit Camille dans ses bras, l'enfant toujours calme, comme si elle puisait sa force dans la résilience de sa mère. Le trio, guidé par Cuellar, quitta la clairière pour un abri plus sûr, une grotte peu profonde, nichée dans une falaise proche, où le vent hurlait moins fort et où la pluie ne pouvait les atteindre. À l'intérieur, Élodie déposa Camille sur une couverture, vérifiant son souffle avec une tendresse qui contrastait avec la violence de la nuit. Antoine, assis contre la paroi, accepta un peu d'eau d'une gourde que Cuellar lui tendit, ses yeux ne quittant jamais Élodie. « Vous avez tué pour nous, » dit-il, non pas en accusation, mais avec une curiosité grave, comme s'il cherchait à comprendre cette femme qui défiait toutes ses attentes. Élodie, fixant les flammes d'un petit feu, allumé par Cuellar, répondit doucement. « J'ai tué pour ma fille, et pour vous. Je ne sais pas qui je deviens, mais je ne regrette rien. » Dans la grotte, sous le crépitement du feu, ils partagèrent un silence lourd, où les mots n'étaient pas nécessaires. Antoine parla brièvement de sa femme et de son fils, tués lors d'une embuscade par des colons, sa voix tremblant d'une douleur qu'il avait enfouie sous des années de guerre. Élodie, touchée par cette confidence, raconta la fièvre qui avait emporté son mari, laissant un vide qu'elle avait cru éternel jusqu'à cette nuit. Leur perte, si différente et pourtant si semblable, tissait un lien fragile mais indéniable, comme une corde jetée par-dessus un gouffre. À l'aube, alors que le ciel s'éclaircissait, révélant un horizon taché de rouge, Antoine se redressa, sa blessure bandée mais son esprit alerte. « La ville est à un jour de marche, » dit-il, ses yeux scrutant l'horizon où les desperados, ou pire, les milices des colons, pouvaient ressurgir. Élodie, tenant Camille, hocha la tête, prête à affronter ce qui les attendait, consciente que ce refuge n'était qu'une pause avant une tempête plus grande d'encore. Alors que l'aube peignait l'horizon texan d'un rouge sanglant, Élodie Dubois, serrant Camille contre sa poitrine, suivait Antoine Renaud et Cuellar à travers les sentiers de rocailleux menant à la ville de Dust Creek, leurs silhouettes se découpant contre un ciel encore chargé de menaces. La blessure d'Antoine, bien que bandée, ralentissait ses pas, mais son regard,
restait acéré, scrutant chaque crête pour déceler les desperados ou les milices des colons. En cette matinée de 1874, la plaine s'étendait, vaste et impitoyable, comme un défi à leur survie. Élodie, les mains écorchées par la nuit précédente, sentait une force nouvelle en elle, forgée par la violence et la compassion, tandis que Camille, blottie dans une écharpe, semblait ignorer le danger qui les guettait. Ils atteignirent sans les abords de Dust Creek à midi, la ville apparaissant comme un amas de planches poussiéreuses sous un soleil brûlant, ses rues bordées de saloons et de granges délabrées. Antoine s'arrêta à l'orée d'un bosquet de chênes, son visage tendu, ses yeux scrutant les silhouettes mouvantes près de l'écurie centrale. « Restez en arrière », murmura-t-il à Élodie, sa voix basse mais lourde d'autorité, tandis que Cuellar, son arc à la main, se glissait dans l'ombre pour explorer les lieux. Élodie, le revolver d'Antoine pesant à sa ceinture, hocha la tête, son cœur battant à l'idée de confronter les habitants dont les récits de haine contre les Comanches avaient bercé son enfance. Mais la femme qu'elle était devenue, celle qui avait tué pour survivre, ne reculerait pas. Un cri perça l'air. Des cavaliers armés, portant les insignes d'une milice locale, surgirent de la rue principale, leurs fusils levés. « C'est lui, le Comanche !» hurla un homme barbu, son doigt pointé vers Antoine, qui se tenait immobile, sa main près de son couteau. Élodie, instinctivement, s'avança, Camille dans ses bras, et cria d'une voix claire qui figea la foule. « Cet homme a sauvé ma fille, et moi d'une crue. Sans lui, nous serions mortes. » Les miliciens, déconcertés, abaissèrent légèrement leurs armes, mais un homme à la moustache grisonnante, le shérif Harlan, s'avança, son regard dur. « Une femme blanche avec un sauvage, ça sent le mensonge, » grogna-t-il, sa main sur la crosse de son revolver. Antoine, impassible, fixa Harlan sans ciller, ses cicatrices luisant sous la sueur et la poussière. « Croyez-la ou non, shérif, mais la vérité ne change pas, » dit-il, son anglais rocailleux chargé de défis. Élodie, sentant la tension monter, raconta la crue, la lutte contre les desperados et la blessure d'Antoine, ses mots résonnant dans la rue silencieuse. Les habitants, rassemblés en un cercle méfiant, murmuraient, certains touchés par son récit, d'autres crispés par des années de peur et de haine. Une femme, portant un tablier taché, s'avança timidement. « J'ai perdu un fils à cause des Comanches, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais cette femme dit la vérité. Je l'ai vue partir avec son bébé. » Le shérif, sous la pression des regards, hésita, mais un bruit de sabots interrompit la scène. Silas, le chef des desperados, apparut avec deux hommes, leurs revolvers dégainés, profitant du chaos pour réclamer Élodie et Camille comme otages. « La femme est à nous !» rugit Silas, son visage marqué par la nuit précédente. Antoine, malgré sa blessure, s'interposa, son couteau scintillant, mais Cuellar, surgissant de l'ombre, tira une flèche qui frôla Silas, le forçant à reculer. La foule, divisée, s'agita, certains habitants saisissant des armes pour soutenir le shérif, d'autres pour protéger Élodie. Dans la confusion, Élodie, tenant Camille, grimpa sur un chariot renversé, sa voix portant par-dessus le tumulte. « Cet homme a risqué sa vie pour nous, et vous le jugez avant de l'entendre. Où était votre justice ?» Ces mots, comme une bourrasque, firent taire la foule. Harlan, acculé, ordonna aux desperados de se rendre, mais Silas, ricanant, tira un coup de feu qui manqua Élodie de peu. Antoine plongea, la protégeant de son corps, et Cuellar, avec une précision mortelle, abattit un des bandits. Silas, voyant la foule se retourner contre lui, s'enfuit, laissant son acolyte capturé par les miliciens. Antoine, le flanc saignant à nouveau, se releva lentement, son regard fixé sur Élodie. « Partez maintenant, avant que d'autres ne viennent, » murmura-t-il, sa voix lourde de résignation.
Il posa une main sur la tête de Camille, murmurant dans sa langue « Vis, petite, que la haine ne te prenne pas ». Puis, sans attendre de réponse, il tourna les talons, sa silhouette s'effaçant dans la plaine, suivie par Cuellar. Élodie, les larmes aux yeux, resta figée, son cœur déchiré entre la gratitude et l'impuissance face à une justice qui, bien que proclamée, restait inachevée. La foule, silencieuse, la regardait, et dans les yeux de Camille, elle vit l'écho d'une leçon. Le courage d'un homme pouvait changer des cœurs, mais pas toujours un monde. L'épopée d'Élodie et d'Antoine, tissée de courage et de sacrifice dans les plaines sauvages du Texas, touche à sa fin, laissant une question. La justice peut-elle triompher là où la haine divise? Vos pensées sur leur voyage, sur ce lien forgé dans la tempête, nous sont précieuses. Partagez-les, d'où que vous soyez, pour enrichir cette histoire. Un immense merci pour avoir suivi ce récit jusqu'au bout, pour avoir vibré avec ces âmes confrontées d'hambre à l'adversité. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine aventure, où d'autres héros défieront l'implacable frontier. À bientôt, dans les ombres et la lumière des plaines.